Bonjour. Vous savez, il y a des moments où on se sent un peu plus philosophe, non? Ah oui. Comme quand, par exemple? Ben, par exemple, allongé dehors, une nuit bien claire, à regarder le ciel. On voit la Lune, parfois Vénus, là, qui brille fort, Oui. et puis toutes ces étoiles. On se demande ce que c'est, au fond. Des galaxies. Et parfois, on voit même la Voie lactée, cette trace blanche. Ça pousse à réfléchir, hein. Carrément, ça nous amène direct à la cosmologie. Exactement, la cosmologie. La science qui essaie de comprendre l'origine, l'évolution de l'univers. Tout l'univers. Et c'est tellement grand, les distances sont folles. Ah oui, ils parlent même pas en années-lumière la plupart du temps, mais en parsecs. Un parsec, c'est plus de 3 années-lumière, c'est dire. C'est ça. Bon, aujourd'hui, on va explorer un peu la philosophie derrière tout ça, en s'appuyant sur des idées tirées d'un ouvrage, The Philosophy of Cosmology. Oh oui, et on va se pencher sur quelques questions clés qui sont vraiment à la frontière entre physique et philo. Ah oui. Lesquels, par exemple? Par exemple, pourquoi c'est si spécial d'étudier notre univers? Et puis, est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut savoir? Et quel rôle on joue, nous, les observateurs, là-dedans? D'accord. Commençons par le premier point alors. Ces défis fondamentaux que soulève George Ellis. On n'a qu'un seul univers. C'est unique. Exactement. Contrairement, je sais pas, à un biologiste qui étudie des milliers de fourmis. Oui, voilà. Le cosmologiste, lui, il a que cet univers-là. C'est tout. Et ça change tout, j'imagine. Ah ben oui, ça a des conséquences énormes. Ça nous force à prendre nos théories physiques, celles qu'on vérifie ici, en labo ou avec les télescopes, Mhm. et à les pousser beaucoup, beaucoup plus loin, vers des époques, des échelles qu'on ne peut pas observer directement. L'univers primordial, par exemple. Et c'est là que la philo débarque, en quelque sorte. Exactement. Jusqu'où on peut faire confiance à ces extrapolations? Est-ce que nos modèles sont encore valides quand on les pousse si loin? C'est plus juste de la physique pure, là. D'accord. Et ça me fait penser, cette question des limites. Klaus Weisbart rappelle que Kant, déjà au XVIIIe siècle, Ah oui, Kant et ses antinomies, voilà, il se heurtait déjà à des contradictions en essayant de penser l'univers comme un tout. Genre, est-ce que l'univers a un début ou il est infini? Est-ce qu'on peut diviser la matière sans fin? Et c'est fou comme ça résonne aujourd'hui, ces vieilles questions. comment ça? Pense à des trucs très modernes comme le multiverse, l'idée d'une infinité d'univers possibles. Ou la théorie des cordes, avec ses dimensions cachées minuscules. Exactement. Est-ce que c'est encore de la science qu'on peut vérifier par l'expérience ou est-ce que c'est juste des belles idées, mais peut-être hors de notre portée pour toujours? On touche peut-être aux limites de ce qu'on peut savoir, quoi. C'est vertigineux, en effet. Et ça m'amène à une autre idée, assez dingue aussi, qui vient de Hartel, Hertog, Dore, Arrhenius, le rôle de l'observateur. Ah oui. L'observateur qui revient en force. Le simple fait qu'on soit là, nous, à regarder, ça changerait les choses. Comment c'est possible? Alors, l'idée, c'est de faire la différence entre deux types de probabilités. Il y a la probabilité, disons, objective, ce qui se passe dans l'univers, que l'on soit là ou pas. Ok. Et puis, il y a la probabilité subjective, à la première personne, ce qu'un observateur comme nous a des chances de voir. Et la différence, c'est... Le truc crucial, c'est qu'on ne peut observer que depuis un endroit et à une époque où les conditions permettent qu'on existe. Ah, d'accord, logique. Du coup, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément l'univers typique ou le plus probable objectivement. Notre existence même agit comme un filtre. C'est un biais de sélection, en fait, fondamental. Notre présence biaise notre vision du cosmos. C'est fou comme idée. Et pour compliquer encore, Zinkernagel pose une question sur le temps lui-même. Ah oui, le temps au tout début de l'univers. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, le temps? Ben oui, avant qu'il y ait des horloges, ou même des atomes stables. C'est ça le problème. Pour définir le temps, il faut des processus physiques, une sorte d'horloge naturelle, quoi. Mais imagine l'univers juste après le Big Bang, pendant l'inflation. Hmm. Si tout était juste une espèce de brouillard quantique sans structure classique, comment tu définis une durée? Un avant, un après. Notre propre regard d'observateur est super important. Oui, Et même le temps. Au début, c'est pas si simple. c'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une dernière petite question peut-être pour réfléchir. Je vous écoute. Étant donné que notre vision de l'univers est tellement liée au fait qu'on soit là, ici et maintenant, dans quelle mesure est-ce que notre compréhension est une vraie fenêtre sur le cosmos ou est-ce que c'est plutôt le reflet de nos propres limites en tant qu'observateurs, situés juste ici, dans ce coin d'univers? Belle question pour finir. Merci. À bientôt sous la voûte étoilée.